chapitre toute une affaire des plus peu musicales. C'est par une sombre matinée de novembre que je me retrouvais à gravir l'escalier familier menant à notre logement du 221B Baker Street. La ville était enveloppée d'un fin brouillard gris à travers lequel les réverbères brillaient comme des étoiles floues. J'étais à l'étranger pour affaires depuis plusieurs semaines, et la perspective d'un moment de calme avec mon remarquable ami était aussi réconfortante qu'un feu de cheminée en hiver. Holmes était à son poste habituel près de la fenêtre, silhouette longue et élancée se découpant sur la pâle lumière. Sur la table devant lui gisaient des papiers éparpillés, une cigarette à moitié fumée, et, chose curieuse, son violon, quoique pas dans son ordre habituel. L'instrument était posé face contre terre, son archet abandonné à quelque distance, comme si une main impatiente les avait balancés. « Mon cher Watson », s'écria-t-il en se levant d'un bond à mon entrée, « vous arrivez au moment précis où un deuxième avis est le plus nécessaire. Je suis à votre disposition, dis-je en secouant mon manteau. Mais vous me surprenez, Holmes. Je pensais vous trouver plongé dans une expérience chimique ou penché sur les colonnes d'agonie. Au lieu de cela, vous semblez vous être disputé avec votre Stradivarius. Un léger sourire brilla au coin de ses lèvres. Pas une dispute, mais une énigme. Observez, il fit un geste vers le violon. Cet instrument a joué de la musique dans cette pièce presque tous les soirs depuis que je l'ai acquis. Et pourtant, hier soir, malgré mes doigts toujours aussi adroits, aucun son n'en est sorti. Ou plutôt, un léger murmure, comme si une main invisible avait étouffé les cordes. « Sûrement, » dis-je en ramassant l'archet. « La cause réside dans un pont desserré ou un défaut dans l'intestin. J'ai examiné chaque centimètre, » répondit Holmes, son regard perçant s'illuminant. « Le chevalet est solide, les chevilles sont saines et le boyau est intact. C'est comme si l'âme de l'instrument s'était enfuie. » Il se laissa retomber sur sa chaise et croisa les doigts sous son menton. Je reconnus ces signes. Un courant de pensées secrets l'entraînait déjà loin de ma suggestion banale. Avant que je puisse insister davantage, Madame Hudson entra, portant une carte sur un petit plateau. « Une dame désire vous voir, monsieur Holmes. Elle dit que l'affaire est urgente. » Holmes jeta un coup d'œil à la carte et me la tendit. Elle était gravée « Mademoiselle Adélaïde Farringdon, cour St. James, Westminster. » « Faites-la venir immédiatement, » dit Holmes. Quelques instants plus tard, une grande jeune femme entra dans notre salon, enveloppée dans un manteau de laine couleur colombe. Malgré la pâleur de son visage, son allure exprimait une tranquille détermination. Elle inclina la tête d'abord vers Holmes, puis vers moi. « Je vous demande pardon pour cette intrusion, messieurs, » commença-t-elle. « Mais on m'a dit que vous êtes le seul homme à Londres qui pourrait faire la lumière sur un événement très étrange. » Holmes lui fit signe de s'asseoir. « Je vous en prie, asseyez-vous, mademoiselle Farringdon, et racontez-nous tout depuis le début. » Elle s'assit, jetant un regard nerveux au violon posé sur la table, comme si sa présence la troublait. « Il s'agit d'un instrument de musique, monsieur Holmes, ou plutôt d'un instrument qui joue même sans qu'aucune main ne le touche. » Je sentis Holmes se raidir. « Vraiment, vous avez toute mon attention. » Mademoiselle Farringdon joignit les mains. « Mon père, le colonel Farringdon, récemment rentré de son service en Inde, gardait depuis longtemps chez nous un violon ancien qu'on disait fabriqué par un maître italien. Il y a 2 nuits, alors que mon père et moi étions seuls dans le salon, un son extraordinaire s'est fait entendre. Le violon s'est mis à émettre une mélodie ténue et plaintive, bien qu'il fût resté intact sur la cheminée. Bien que je sois Watson, mon cœur fit un bond soudain. « Vous êtes certaine, madame, que personne n'a tenu l'instrument ?»« Tout à fait certain, docteur. J'étais assis de l'autre côté de la pièce et mon père se tenait près du feu. Nous avons tous deux observé, stupéfaits, l'archet frémir légèrement, comme s'il avait été remué par un artiste invisible. Holmes la regarda attentivement. Qu'est-ce qui suivit? Le son cessa brusquement. Mon père examina le violon,
mais ne trouva rien d'anormal. Il en rit, pensant à une illusion d'air. Pourtant, hier soir, en nous couchant tôt, nous avons entendu par la porte close de la salle de musique les mêmes accords étranges, doux, mais reconnaissables. Elle hésita. Mon père m'interdit d'en parler, craignant que nous ne soyons pris pour des fantaisistes. Mais je n'aurai de cesse que l'affaire ne soit éclaircie. Holmes se leva et arpenta la pièce, les mains enfoncées dans les poches de sa robe de chambre. « Un violon qui joue sans instrumentiste, dites-vous. Et votre foyer se compose de... » Il n'y avait que mon père et moi, monsieur Holmes, avec 2 domestiques âgés qui étaient dans la cuisine à ce moment-là. Excellent. Il s'arrêta près de la fenêtre, scrutant le brouillard comme si les vapeurs londoniennes pouvaient s'organiser pour former une réponse. « Watson, avez-vous remarqué cette étrange coïncidence? » « Je crains que non. Ici, à Baker Street, mon propre instrument a subi une mystérieuse perte de voix. À St. James's Court, un autre s'éveille de lui-même. 2 violons, 2 perturbations, tous 2 dans le même quartier de la ville, et en l'espace de 48 heures. » Je l'ai regardé fixement. « Vous soupçonnez un lien? Je remarque seulement que les coïncidences sont rares, proportionnellement à leur apparente simplicité, » dit-il sèchement. Puis, se tournant vers notre visiteur, « Mademoiselle Farringdon, il faut que je voie ce violon immédiatement. Pourriez-vous nous organiser une visite chez votre père cet après-midi ?» Elle accepta sans hésiter, le soulagement adoucissant ses traits tendus. Holmes sonna Madame Hudson et demanda nos bottes et nos pardessus. Tandis que nous nous préparions, je me hasardai à lui poser une question. « Holmes, attribuez-vous ces événements à une cause naturelle ?» Il eut un petit rire. « Mon cher ami, l'univers est rempli de causes naturelles, même si elles revêtent parfois un voile étrange. Gardons notre esprit libre de toute superstition jusqu'à ce que les faits nous contraignent à agir autrement. » Sur ce, il saisit son chapeau et sa canne, ses yeux gris brillants d'impatience. « Viens, Watson, un mystère t'attend et le brouillard londonien est un excellent rideau pour la scène. » Chapitre 2. Le salon de Farringdon. Peine avions-nous pris place dans le fiacre qui nous emmenait de Baker Street à St. James's Court que je remarquai que l'esprit de mon compagnon, absorbé depuis quelques minutes par le violon, avait déjà parcouru le champ des probabilités environnant. Le fiacre longea le clubland de Pall Mall, longea les arcades basses et les ormes taillés où les membres du club, en redingote et chapeau aux bords brillants, se saluaient d'un air conspirateur. La ville autour de nous était enveloppée de cette brume qui semble donner à chaque silhouette une mystérieuse suggestion et à chaque pas le caractère d'une conversation privée. Holmes, les doigts longs repliés sur le genou et le nez en bec de canard légèrement incliné, observait les passants avec la même attention sereine qu'un botaniste inspecterait le sol à la recherche du champignon le plus rare. « Vous avez remarqué, Watson, » dit-il enfin, d'un ton qui suggérait toujours qu'une conclusion avait été tirée et que les faits s'organisaient désormais pour notre commodité, que Mademoiselle Farringdon a décrit le violon comme ayant émis une mélodie, l'emploi d'un tel mot par une femme de son rang délicate, précise et peut-être un peu maniérée, suggère une interprétation émotionnelle plutôt qu'une description technique. Bref, elle est témoin de sensibilité plutôt que de détails mécaniques. Il faut donc veiller à distinguer l'impression du phénomène. J'espère, Holmes, que vous ne voulez pas dire que nous devons douter de sa véracité, répondis-je. Elle semblait être une femme franche et sérieuse. Ce n'est pas sa véracité, Watson, mais son vocabulaire. Vous vous trompez sur la distinction. Je ne remets pas en cause son honnêteté. Je constate seulement que le témoignage humain est teinté de ce qui touche aux émotions. Or, outre sa déclaration, nous avons 2 événements physiques. D'abord, mon propre instrument qui, bien que sensible à la main, ne rendait pas de son normal. Ensuite, le violon de Farringdon qui, apparemment sans surveillance, produisait un son. S'il y a une cause, elle réside dans le mécanisme et non dans les fantômes. Nous avons découvert St. James's Court, une rangée discrète de maisons, chacune ombragée par une balustrade en fer
et affichant une richesse sans prétention. La résidence Farringdon, une austère demeure en briques avec des stores vénitiens aux fenêtres du rez-de-chaussée, présentait l'atmosphère d'un ancien établissement militaire, ordonné, retiré et gardé. Sur le pas de la porte, nous fûmes accueillis par un majordome d'apparence éminemment respectable, dont les cheveux étaient aussi blancs que la dentelle de ses manchettes. Il nous accueillit avec cette révérence brève qui suggère que notre présence est une intrusion, même si en réalité nous sommes les bienvenus. Le colonel Farringdon était assis dans le salon. C'était un homme à la poitrine large d'une 60aine d'années, dont le port militaire n'avait pas été altéré par le temps. Il avait le teint éclatant de celui qui a vu le soleil de latitudes étrangères et que le climat a imprégné d'une gaieté robuste. Ses yeux étaient gris et perçants. Il y avait dans sa bouche cet air résolu que j'ai toujours associé aux hommes qui ont adressé des paroles sévères aux officiers comme aux simples soldats. « Vous êtes très aimable d'être venu, Monsieur Holmes, dit-il. Ma fille m'a tellement alarmé que j'ai craint qu'un fou ne nous ridiculise. Désormais, on ne dira plus au club que je confie ma maison à des prestidigitateurs. Nous allons régler cette affaire, colonel, en ternissant au maximum la réputation de votre club, répondit Holmes avec cette politesse froide qui met toujours à l'aise. Puis-je voir le violon? L'instrument reposait sur la cheminée polie, où il captait la lumière grise du jour, si bien que son vernis brillait comme une vieille carte. C'était un bel instrument, de facture légèrement provinciale, avec une étiquette sur la table d'harmonie portant le nom d'un luthier, dont je n'avais jamais entendu parler. Holmes le prit avec une tendresse qui suggérait que, derrière sa volonté de faire et son intelligence vive, se cachait une véritable affection pour l'art du son. Il passa la main sur la touche, tapota la table d'harmonie et étouffa un bref sifflement d'appréciation. Puis il accorda les cordes, avec une précision que j'ai observée lorsqu'il s'apprête à examiner un objet. L'oreille devient aussi sensible que celle d'un médecin au moindre pouls. Au bout d'une minute, il passa l'archet sur les cordes. Une note fine et pure retentit parfaitement audible à mon oreille, suivie d'une autre, puis d'une brève gamme. Le son n'était pas celui d'un Stradivarius. Pourtant, il avait du caractère et de la réactivité. L'instrument ne présente aucun problème mécanique, dit Holmes en le reposant sur la cheminée. Les cordes vibrent librement, le chevalet est sain et l'âme est solide. Vous dites, colonel, que le violon a produit de la musique pendant 2 nuits au repos. C'est vrai, répondit le colonel. Nous étions assis, ma fille et moi. Il n'y avait personne dans la pièce, à part nous et madame Baxter, qui était dans la cuisine. Pourtant, le violon. Il hésita, jetant un bref regard à sa fille. Le violon jouait. Holmes croisa ses longs doigts et le regarda avec ce regard qui me donne toujours l'impression d'un piège tendu, non pas à celui qui parle, mais à la vérité. Veuillez décrire en détail la première fois. Mademoiselle Adélaïde, restée debout près de la fenêtre, s'avança avec la petite habitude de joindre les mains lorsqu'on la déplaçait. Sa voix, bien que basse, avait une sonorité claire à laquelle les soldats du colonel avaient dû habituer son oreille. Nous terminions notre thé, père, quand nous parvint de la cheminée une sorte de mélodie ténue, d'abord très très basse, comme si les cordes n'étaient qu'à moitié réveillées. Elle passa entre nous comme un souffle, puis s'arrêta. Mon père dit que c'était un courant d'air. Je dis que le courant d'air n'avait pas le sens de jouer un air. Plus tard, lorsque le même son se fit entendre et que nous retournâmes tous les deux dans la chambre, nous vîmes l'archet, comme toujours, et le violon sur la cheminée. « As-tu touché l'instrument alors » ai-je demandé. « Non, docteur. » Nous étions tous les deux terrifiés, si c'est le mot juste, et nous n'avons pas osé y toucher avant que le bruit ne cesse. C'était comme si on entendait une toute petite main jouer. « Une petite main » répéta Holmes les yeux plissés. « Oui, plutôt comme le toucher d'un enfant, père, » répondit-elle. Pas brutal, mais à moitié naïf. Holmes émit un rire bref, presque inaudible. L'expression n'est pas dénuée de sens. Puéril, sans art. Colonel,
Avez-vous des jouets ou des instruments d'enfants à la maison? Une boîte à musique, peut-être? Le colonel secoua la tête. Non, monsieur, juste les tâches ménagères habituelles. Mais nous avons eu récemment un instituteur qui va et vient, un certain monsieur Crispin, qui donne des cours de langue à ma fille et qui, à ce qu'on m'a dit, s'intéresse aux harmoniques. Le visage de Holmes, sec comme une feuille desséchée, trahit un bref instant une vive curiosité. Monsieur Crispin, son nom sera noté. Et vos deux domestiques, Madame Baxter et le majordome, sont-ils entrés dans le salon ces nuits-là? Ils disent que non, répondit le colonel. Mais on ne peut pas être toujours avec les domestiques. Bien sûr que non. Rien ne suggère une malhonnêteté dans votre foyer, colonel. Mais l'explication la plus simple est souvent la plus pratique. Dites-moi, gardez-vous les fenêtres fermées? Y a-t-il une cheminée qui pourrait faire du bruit par un coup de vent? Les fenêtres étaient fermées. La cheminée est équipée d'un clapet étanche que mes charpentiers verrouillent avant la nuit. Le regard de Holmes parcourut la pièce avec cette observation rapide et précise que j'ai appris à respecter. Il s'arrêta devant une gravure au mur, se pencha pour examiner l'âtre et les ustensiles, puis souleva les rideaux de velours d'une étroite console. « Il est possible, dit-il enfin, qu'une boîte à musique d'une certaine précision soit dissimulée dans les garnitures de la cheminée, dans la cheminée elle-même ou dans une cavité voisine. Pourtant, vous dites que le son provenait du violon posé sur la cheminée. On dirait bien, répondit mademoiselle Adélaïde. On aurait dit que le violon avait été le médium. Holmes me sourit avec un léger sarcasme qui, comme toujours, était plus séduisant que déconcertant. Nous allons explorer les pièces et les personnes, et nous allons chercher un personnage auprès de M. Crispin. Watson, je désire que vous notiez l'emplacement de cette gravure. Il toucha le cadre et le petit coup sur la rampe gauche de la cheminée. Bref, il y a de quoi se divertir un après-midi où je suivis sa méthode, car voir Holmes à l'œuvre est toujours pour moi une source de satisfaction. En examinant le violon, il posait par intervalles une question subtile et sensée, et chaque réponse semblait ajouter une pierre à son invisible édifice de raisonnement. Il observa le cirage du parquet, la légère abrasion sur le rebord de la cheminée où reposait le violon, l'odeur d'huile dans la pièce et les traces de suie sur la cheminée. Il tapota un coussin et découvrit une légère empreinte qui témoignait de l'habitude d'y placer un petit instrument. Surtout il remarqua que l'étui du violon, bien que beau, présentait une légère éraflure sur un coin, et que le vernis au talon de l'instrument portait de légères traces de doigts, peu compatibles avec la main d'un musicien expérimenté. Lorsqu'il eut enfin terminé son examen, il se tourna vers nous avec ce demi-sourire qui signifie qu'une scène est prête. « Colonel, mademoiselle Adélaïde, dit-il, permettez-moi de me renseigner auprès de M. Crispin, de vos domestiques et des marchands d'instruments de musique du coin. En attendant, veuillez laisser la maison telle qu'elle. La présence du violon sur la cheminée pourrait vous être utile. Nous partîmes avec rendez-vous pour souper avec le colonel Farringdon ce soir-là, car ces petites politesses sont essentielles à la vie sociale, et j'avoue que j'étais ravi d'être entraîné sur une telle piste. Dans le fiacre, Holmes se laissa aller en arrière et ferma les yeux un instant. Puis il commença à parler de sa voix basse, tantôt à moi, tantôt à lui-même. Un cas de musique fantôme. Watson est, sans aucun doute, une affaire distinguée. On y trouve le charme du surnaturel qui plaît au public. Et pourtant, il y a aussi la sécheresse du tour qui ravit le professionnel. Vous avez observé le caractère enfantin décrit par mademoiselle Adélaïde. Vous avez remarqué l'éraflure sur l'étui du violon? Vous avez observé, non. Vous n'avez pas observé, mais vous remarquerez maintenant qu'un homme sans formation en habileté manuelle laisserait ses marques particulières sur le talon. La trace d'un amateur, associée à la présence d'un passionné d'harmonique dans la maison, suggère que s'il s'agit d'un tour, il est musical et non mécanique. « Vous soupçonnez donc, monsieur Crispin ?» demandai-je. « Je ne soupçonne rien pour l'instant. Le soupçon est un outil grossier, la déduction est un outil d'acier. Nous allons juger l'affaire avec de l'acier. » Ainsi parla-t-il, et je sentis au fond de moi
que nous étions entrés dans l'un de ces petits et curieux problèmes où l'ingéniosité de l'esprit humain est à la fois l'arme et la proie. Autour de nous, la ville avançait avec sa grisaille et son obstination. Les lampes clignotaient à travers la brume, et moi, qui m'étais longtemps contenté de consigner les difficultés de mon ami plutôt que de les résoudre moi-même, je pris la plume avec cette confiance rassurante qui accompagne toujours l'entreprise d'une affaire dont Holmes est le cerveau et moi le chroniqueur. Chapitre 3. Tuteur en harmonie lorsque, plus tard dans l'après-midi, nous retournâmes à Baker Street. Holmes s'assit aussitôt à la table et tira vers lui une mince liasse de notes griffonnées lors de notre visite. Son expression avait cette lueur vive que j'avais appris à associer au premier stade d'une enquête, lorsque les premiers éléments factuels s'entremêlent pour former un schéma que lui seul pouvait discerner. « Vous voyez, Watson ?» dit-il en tapotant son crayon sur le papier, que le phénomène rétrécit déjà son cercle. Nous avons un nombre limité d'acteurs, le colonel Farringdon, sa fille, le majordome, Madame Baxter et le mystérieux Monsieur Crispin. C'est une pièce en 5 parties avec le violon comme cœur silencieux. Vous pensez donc que l'explication réside dans le ménage plutôt que dans une curiosité physique de l'instrument. Mon cher ami, les instruments ne fonctionnent pas tout seuls, rétorqua Holmes avec un léger sourire. Ils peuvent être actionnés par le vent, les vibrations ou des dispositifs astucieux, mais ils nécessitent une intervention. Cette intervention, dans ce cas, est soit visible, soit dissimulée. Et lorsque les agents humains abondent, la chance est en faveur de la chair et du sang. Tout en parlant, il sonna Madame Hudson et lui demanda d'envoyer un garçon avec un mot à St. James's Court, demandant à M. Crispin de venir nous voir à 6h30. Puis, prenant son violon, il testa chaque corde, l'oreille tendue vers le moindre frémissement. Après quelques essais, il le posa avec un soupir. « Le mal persiste, » dit-il. « Observez. » Il passa l'archet sur les cordes. L'instrument ne produisit qu'un son fantôme, comme un souffle sur une bouteille vide. Le même étouffement mystérieux qui l'a affecté la nuit dernière. Coïncidence? Possible. Pourtant, la juxtaposition des événements mon violon rendu muet, un autre sonnant sans instrumentiste, suggère un agent qui comprend la structure de ces coques de bois. Holmes se leva brusquement et fit les 100 pas dans le salon. « Il y a comme un parfum de calcul ici, Watson. Et qui dit calcul dit généralement détermination. » À l'heure dite, notre visiteur arriva. Monsieur Crispin était un homme d'une trentaine d'années, de corpulence frêle, au teint pâle et aux sourcils hauts, dont les cheveux noirs étaient ramenés en arrière avec une certaine gêne. Ses manières étaient respectueuses, mais teintées de cette assurance nerveuse que l'on trouve souvent chez les précepteurs qui évoluent sur le terrain ambigu entre invités et domestiques. Il portait un petit portefeuille en cuir sous le bras. Holmes le reçut cordialement et lui indiqua une chaise face au feu. Je remarquai que le regard de notre visiteur se posa aussitôt sur le violon posé sur la table. Il s'y attarda un instant avant de croiser le regard fixe de Holmes. « Vous désirez me voir, monsieur Holmes ?» commença-t-il. « Oui, monsieur Crispin. Nous travaillons sur une petite affaire concernant un violon chez le colonel Farringdon. Mademoiselle Farringdon a mentionné que vous vous intéressiez aux harmoniques. » Crispin rougit légèrement. « J'aime la musique, monsieur. Je joue assez bien de l'alto et j'ai étudié l'acoustique. » Le colonel a eu la gentillesse de satisfaire mon enthousiasme à l'occasion. Holmes se pencha en arrière, les doigts croisés. « Connaissez-vous bien le violon en question ?»« Seulement de vue, » répondit le précepteur. « C'est un vieil instrument. Le colonel m'a dit qu'il avait appartenu à un officier italien au service de la compagnie. Je ne l'ai jamais touché. » Le regard de Holmes s'aiguisa. « Vous ne l'avez jamais touché, même pas pour examiner le vernis ou le pont ?» Crispin secoua la tête avec une surprise qui semblait sincère. « Pas du tout. Et pourtant, vous êtes versé dans les harmoniques. » Poursuivit Holmes du même ton égal. « Dites-moi, avez-vous expérimenté la vibration sympathique ?» Crispin s'éclaira à ce mot, sa nervosité cédant la place à un léger enthousiasme. « Ah oui, monsieur Holmes,
C'est un sujet fascinant. La manière dont un instrument peut, par résonance, en éveiller un autre. Un violoncelle peut répondre à un violon à l'autre bout de la pièce, si la justesse est parfaite. Holmes inclina légèrement la tête comme si le tuteur confirmait une théorie personnelle. C'est exact. Je me demande si vous avez déjà réussi à démontrer un tel effet. Seulement pendant les cours, répondit Crispin en jouant avec le loquet de son porte-documents. C'est un divertissement de salon inoffensif. Holmes resta silencieux un instant. Il prit sa pipe, l'alluma et laissa une volute de fumée bleue s'élever vers le plafond. Le silence ne manqua pas à notre invité, dont les mains se crispèrent sur l'étui en cuir. Holmes finit par parler. « Depuis combien de temps êtes-vous à St. James's Court ?»« Depuis juin, » dit Crispin. « Je vais chez Miss Farringdon 2 fois par semaine, principalement en français et en italien. Et le colonel trouve vos services satisfaisants ? » « Je crois que oui, monsieur. »« Bien, vous me pardonnerez ces questions. Nous sommes obligés d'explorer toutes les pistes possibles. » « Vous n'avez rien entendu de ces étranges sons de violon ?» Crispin secoua la tête, mais ses yeux vacillèrent de gêne ou de prudence. Je l'ignorais. Mademoiselle Farringdon a mentionné quelque chose un jour pour plaisanter, mais je l'ai pris pour une illusion. Holmes laissa un léger sourire esquisser son visage. L'imagination masque souvent les faits. Cela suffit pour l'instant, monsieur Crispin. Je vous recontacterai peut-être après avoir approfondi la question. Une fois notre visiteur parti, Holmes se leva d'un bond et ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air frais du soir. « Que pensez-vous de lui, Watson ? J'avoue que je le trouve réservé, mais guère méchant. La méchanceté se lit rarement sur le visage, » murmura Holmes. « Avez-vous remarqué comme son attention était fixée sur mon violon, et comme ses mains tremblaient quand je parlais de vibrations sympathiques ? Vous pensez qu'il est l'auteur de ces événements ?» Holmes haussa les épaules. Je le crois suffisamment instruit pour concevoir un stratagème et un mobile encore obscur. La question est de savoir si ce savoir a été appliqué. Il resta planté là, le regard fixé sur la rue éclairée par les lampadaires, où les voitures roulaient en procession feutrée. Il reste cependant une question pratique, ajouta-t-il. Comment quelqu'un a-t-il pu influencer à ce point mon Stradivarius ici, à Baker Street, et un second instrument à Westminster, si ce n'est par une intervention directe ou par des moyens encore inconnus. Nous devons donc considérer que l'ennemi, si ennemi il y a visité cette pièce. Il se dirigea rapidement vers le violon, scrutant chaque courbe et chaque jointure. D'une pression délicate de ses longs doigts, il abaissa le cordier et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Watson, » dit-il doucement, « observe ce fil. » Il désigna une fibre arachnéenne coincée sous le chevalet. « Un fragment de crin de cheval, mais pas de mon archet. Quelqu'un a trafiqué mon instrument. » J'ai poussé une exclamation. « Exactement, » répondit Holmes. Le cercle se resserre. « Allons dîner, mon cher. Puis nous retournerons à St. James's Court ce soir, car j'aimerais voir comment joue un violon en l'absence de son interprète supposé. » Chapitre 4. Une performance. Dans le noir, le soir était déjà bien tombé lorsque nous approchâmes de nouveau de St. James's Court. La brume qui avait enveloppé Londres toute la journée s'était épaissie, de sorte que les lampadaires de Pall Mall et du Mall lui-même étaient cernés de halos de lumière ambrée. Les pierres sous nos pieds luisaient d'humidité, et chaque fiacre qui passait semblait glisser comme un scarabée noir dans le brouillard. Holmes, le col relevé et les mains enfoncées dans les poches de son pardessus, avançait à grands pas avec une énergie contenue qui laissait présager une expérience active prochaine. « J'espère, Watson, » dit-il en baissant la voix tandis que nous montions les marches de la maison Farringdon, « que vos nerfs sont à la hauteur d'une petite observation nocturne. Nous aurons besoin de calme, d'une oreille attentive et de patience, 3 qualités qui ne sont pas toujours réunies chez la même personne. Je m'efforcerai de les fournir, répondis-je malgré un léger frisson d'impatience. L'idée de voir un instrument s'animer de lui-même était, je l'avoue, plus qu'attrayante.
Le colonel Farrington en personne nous fit entrer, une bougie à la main, le visage marqué par une inquiétude mi-irritée. Content que vous soyez venu, monsieur Holmes. Adélaïde est en haut, mais elle nous rejoindra tout à l'heure. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que nous passions la nuit à regarder ce satané violon. Je n'attends rien, colonel, répondit Holmes d'un ton léger, si ce n'est que nous obéirons aux faits, quelle que soit l'heure à laquelle ils choisiront de se présenter. Madame Baxter apparut avec du thé et une assiette de biscuits fins. Puis, à la demande de Holmes, les domestiques se retirèrent, nous laissant tous les trois dans le calme du salon. Le violon reposait toujours sur la cheminée, son vernis reflétant la lueur vacillante des lampes. Holmes observa la pièce avec le calme de quelqu'un qui prépare un échiquier. « Je vais m'asseoir près de l'âtre, » dit-il, « d'où je pourrai commander à la fois l'instrument et la porte. Watson, veuillez vous placer derrière ce petit secrétaire. L'ombre vous dissimulera aux regards indiscrets. Colonel, vous pourriez occuper le canapé qui offre une vue complète sur la cheminée. Si le phénomène se produit, nous devons être prêts à en noter chaque détail. » Ainsi disposés, nous laissâmes le silence s'installer dans la chambre. Le tic-tac de l'horloge en marbre sur la cheminée devint notre métronome, et le faible sifflement du feu de charbon ponctuait le silence. À travers les rideaux tirés, j'avais l'impression d'entendre le bourdonnement lointain de la ville, le bruit des roues des calèches sur les pierres mouillées, le cri d'un marchand ambulant appelant ses marchandises, l'aboiement d'un chien étouffé par la distance. Les minutes s'étirèrent, se prolongeant jusqu'à atteindre une demi-heure. Le colonel jouait avec sa chaîne de montre, tandis que Holmes restait immobile, le visage calme et les yeux mi-clos, comme s'il pouvait deviner la vérité par la simple contemplation. Je commençais à croire que cette veillée était vaine lorsqu'une secousse soudaine parcourut le sol, à peine perceptible, sauf pour quelqu'un en alerte. Holmes leva un doigt. « Chut !» murmura-t-il. Du silence s'éleva un son faible, si léger que je crus d'abord à un souffle d'air dans la cheminée. C'était une note ténue, hésitante comme un souffle aspiré sur une vitre. Une autre suivit, plus aiguë, plus distincte, tremblante dans l'air comme une question restée sans réponse. Le colonel se leva à demi, mais Holmes lui fit signe de se baisser. La mélodie, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, s'enhardit, se tissant en un fil musical fragile. L'archet était intact, le violon parfaitement inerte sur la cheminée, et pourtant, la pièce résonnait de cette vibration surnaturelle. Les yeux de Holmes brillèrent. Avec une lenteur infinie, il se laissa glisser de sa chaise et se rapprocha de l'âtre, sa haute silhouette n'étant qu'une ombre dans la lumière de la lampe. Il se pencha, scrutant la cheminée et son occupant sans même les toucher. Puis, soudain, il se redressa. « Colonel, » dit-il doucement, « où est Monsieur Crispin ce soir ?»« Chez lui, je suppose. » répondit le colonel d'une voix à peine haletante. « Pourquoi posez-vous cette question ?»« Parce que, » murmura Holmes, « c'est à ce moment précis que je m'attendrai à ce que sa main soit sur quelque plan ou qu'il soit à l'écoute de nos réactions. » Comme en réponse, la musique s'est essoufflée, a vacillé, puis s'est complètement tue. Le silence qui s'en est suivi était si complet que j'entendais mon propre pouls battre à mes oreilles. Holmes fit un pas en avant et examina minutieusement l'instrument. Les cordes, le chevalet, l'ombre sous le cordier. Il sortit une petite loupe de sa poche et la passa sur la table du violon, le long du rebord de la cheminée, puis vers le panneau latéral de la cheminée. « Ah !» murmura-t-il. De la pointe d'un canif, il ouvrit une minuscule couture entre deux pièces de bois sculptées sous l'étagère. Un déclic se fit entendre, et un mince éclat de laiton apparut, pas plus épais qu'une aiguille à tricoter. « Une connexion mécanique », expliqua Holmes à voix basse. « Quelqu'un a passé un fil fin dans le mur derrière la cheminée. La vibration de ce fil pourrait, si elle était astucieusement agencée, mettre le violon en mouvement. » Ingénieux, mais assez rudimentaire une fois révélé.
Le colonel Farrington laissa échapper un juron d'étonnement. « Parbleu ! Vous voulez dire qu'un vaurien a abusé de ma maison ?» Holmes remit soigneusement le fil en place. « Nous ne le dérangerons plus tant que nous ne saurons pas qui l'a placé et à quelle fin. Watson, veuillez noter la position de ce fil de laiton. Demain, dès que le jour nous y verra plus clair, je remonterai jusqu'à sa source. » À ce moment-là, mademoiselle Adélaïde entra, un châle jeté à la hâte sur les épaules. Son regard passa d'un visage à l'autre, lisant la tension qui régnait dans la pièce. « Est-ce que c'est arrivé à nouveau ?» demanda-t-elle. Holmes s'inclina. « En effet, madame, votre violon nous a fait l'honneur d'une prestation, et je crois que nous venons d'apercevoir la première esquisse de la main derrière l'archet. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Ah, tu sais qui ? J'ai une hypothèse, » répondit Holmes d'un ton mesuré. « Mais une hypothèse n'est qu'une graine. Il faut la voir se transformer en preuve avant de prononcer son nom. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge. « Il se fait tard. Colonel, je suggère que rien ne soit changé pour cette nuit. » Laissez le violon tel quel et qu'aucun domestique ne touche à l'âtre ou à la cheminée. Watson et moi allons prendre congé, mais je reviendrai demain matin avec les outils nécessaires. Alors que nous avancions à nouveau dans la rue brumeuse, j'avais du mal à contenir ma curiosité. « Holmes, dis-je, tu as sûrement une idée de qui est derrière tout ça. » Il sourit, cette légère courbe énigmatique annonciatrice de ses déductions les plus brillantes. « Mon cher Watson, la liste des possibilités se réduit rapidement quand on considère l'accès, les compétences et les motivations. Reposons-nous ce soir. Demain nous apportera une lumière plus vive et peut-être une note plus claire. » Sur ce, il hélait un taxi qui passait et nous nous éloignâmes à travers la brume, le faible souvenir du chant spectral du violon, résonnant encore dans mes oreilles. Chapitre 6 dans la lumière du matin. Une aube claire et ambrée dissipait à peine les derniers restes de brouillard lorsque Holmes et moi retournâmes à St. James's Court le lendemain matin. Les lampadaires de la rue brûlaient encore faiblement, bien que la lumière du jour ait déjà commencé à dissiper le mystère de leur lueur. Holmes, vif et déterminé, portait sous son bras une petite mallette noire que je reconnus comme contenant ces curieux outils qu'il utilisait lorsqu'un problème exigeait une enquête délicate. Le colonel Farrington nous accueillit à la porte, son visage rougeau adouci par le soulagement. « J'ai ordonné aux domestiques de quitter la pièce comme vous l'avez demandé, monsieur Holmes. »« Rien n'a été touché depuis votre départ. »« Excellent, » répondit Holmes. « Un site préservé est une carte intacte. » Nous nous dirigeâmes vers le salon, où le violon trônait toujours sur la cheminée. La lumière matinale perçait à travers les rideaux, dévoilant les volutes sculptées et l'horloge en laiton, et conférait à la scène une atmosphère de sérénité respectable, même si je ne pouvais oublier les accords étranges que nous y avions entendus. Quelques heures auparavant, Holmes posa sa mallette et en sortit plusieurs instruments. Une règle graduée, une pince fine, une loupe de taille inhabituelle et une petite lanterne munie d'un miroir. Il examina attentivement la cheminée, se baissant pour approcher la loupe à quelques centimètres de la jonction entre l'étagère en marbre et la boiserie. Il émit un léger grognement de satisfaction. « Observe, Watson, » dit-il en me faisant signe d'approcher. « Voici notre ami le fil de laiton, exactement là où je l'ai remarqué hier soir. Tu vois comme il s'insinue astucieusement dans ce renfoncement ombragé derrière le support. Aucun domestique époussetant cette étagère n'aurait pu deviner sa fonction. » D'un doigt adroit, il tira légèrement le fil, révélant qu'il passait par une minuscule ouverture percée à l'arrière de la cheminée. De là, il disparaissait dans le mur. Je vais suivre son cours. Poursuivit Holmes en ouvrant un tournevis à lame fine. Il l'appliqua délicatement sur la plinthe, arrachant une bande de moulure sans un bruit. En dessous se trouvait un canal à peine plus large qu'un crayon, par lequel le fil descendait. Quelqu'un s'est donné du mal, murmura Holmes. Le travail est soigné, mais bâclé. Voyez-vous comme le plâtre s'effrite ici. Cela a été fait de nuit ou en secret. Le colonel, qui regardait par-dessus l'épaule de Holmes avec une stupeur non dissimulée, poussa une brève exclamation. « Ce scélérat a fouillé ma maison comme une taupe !» Holmes eut un léger sourire. «
ou comme un homme qui apprécie la discrétion. Voyons où finit le tunnel de notre taupe. Le colonel tenant la lanterne, Holmes suivit le fil le long de la plinthe jusqu'au fond de la pièce. Là, il disparut sous une porte étroite qui s'ouvrait sur un petit couloir de service derrière les pièces principales de la maison. Le couloir sentait légèrement le charbon et la cire d'abeille, et nos pas résonnaient sur son sol dallé. Holmes suivit infailliblement la ligne jusqu'à un placard sous l'escalier. L'ouvrant avec la permission du colonel, il découvrit une bobine de laiton, une minuscule manivelle et un poids suspendu à une corde, le tout astucieusement fixé à un cadre en bois. Un moteur primitif, déclara Holmes. Une fois remonté, le poids descend, tendant le fil et produisant des vibrations. Ingénieux dans sa simplicité. Mais à quoi bon? Demanda le colonel déconcerté. Pourquoi diable voudrait-on faire chanter un violon tout seul? Holmes remit l'appareil exactement comme il l'avait trouvé et s'épousseta les mains. C'est des colonels, la seule note qui manque encore à notre gamme. Pourtant, même sans motif, nous connaissons maintenant la méthode. Il me lança un regard amusé. Vous vous souvenez, Watson, qu'hier soir, j'ai demandé où se trouvait M. Crispin. Je me demande si nous ne devrions pas vérifier nous-mêmes le logement du professeur. Un artisan aussi familier avec les harmoniques pourrait facilement adapter un tel dispositif. Avant que nous puissions donner suite à cette suggestion, mademoiselle Adélaïde entra, le visage rayonnant d'un mélange de curiosité et de malaise. « A-t-on découvert quelque chose, monsieur Holmes ?»« Seulement le squelette de notre musicien fantôme, » répondit Holmes en s'inclinant légèrement. « Votre violon, mademoiselle Farringdon, est innocent. » « On en a joué, mais pas par des esprits. » Elle joignit les mains. « Alors, c'est une supercherie. »« Assurément, » dit Holmes, « même si la supercherie est rarement une fin en soi. Quelqu'un souhaitait impressionner ou effrayer, ou peut-être dissimuler une autre entreprise derrière un déguisement de merveille. » Adélaïde fronça les sourcils. « M. Crispin a souvent parlé de la façon dont la musique peut émouvoir l'âme, d'une manière dont les mots sont incapables. Il a dit un jour qu'un son inattendu peut modifier le cours d'une vie plus que n'importe quelle conférence. » L'expression de Holmes s'accentua. « Vraiment ?» Il prit son chapeau. « Colonel, j'aimerais parler à ce monsieur discrètement, s'il vous plaît. En attendant, Watson, restez ici et observez si quelque chose bouge pendant notre séjour. J'ai l'impression que ce dispositif n'est peut-être pas le seul secret que recèle cette cheminée. » Ce disant, Holmes partit avec le colonel, me laissant seul avec mademoiselle Adélaïde dans la pièce désormais lumineuse. Debout près de la fenêtre, elle contemplait le pâle soleil qui se reflétait sur la grille. Je ne pus m'empêcher de remarquer la tension sur son visage. Elle était visiblement soucieuse de la réputation de son père, autant que de sa propre tranquillité d'esprit. Nous avons parlé tranquillement de choses indifférentes du service militaire de son père, du changement de saison, jusqu'à ce qu'un léger bruit métallique coché, j'ai reporté mon attention sur l'âtre. Je me suis levé, tendant l'oreille. Derrière la cheminée, un léger grincement m'est parvenu, comme si quelque chose de petit bougeait dans son nid caché. Je me suis penché plus près, le cœur battant, et j'ai cru percevoir une légère odeur d'huile. Mademoiselle Adélaïde regarda autour d'elle en voyant mon mouvement. « Y a-t-il, docteur ?» Avant que je puisse répondre, une ombre tomba sur la porte. Holmes était revenu, le visage illuminé d'un triomphe silencieux. « Tu l'as entendu ?» demanda-t-il. « Je crois que oui, un mouvement derrière la cheminée. » Excellent. Il s'avança et posa la main sur le support sculpté. « L'intrigue se corse, Watson. » Notre fantôme non seulement joue un air, mais il revient sur scène entre deux représentations. Nous sommes à la veille, je crois, de quelque chose de plus grave qu'une simple farce de salon. Il échangea un regard significatif avec Adélaïde, puis se tourna vivement vers son cas. Ce soir, si je ne me trompe, le violon sans instrumentiste nous donnera une nouvelle leçon, une leçon que j'ai l'intention de mener jusqu'à sa dernière mesure. Chapitre 6 Minuit avec le mécanisme ce soir-là.
Alors que le crépuscule tombait sur Londres et qu'une fine bruine commençait à perler sur les vitres de St. James's Court, Holmes mit au point son stratagème avec la calme précision d'un général posant des pièces sur un échiquier. Watson, dit-il en tirant les rideaux sur les lampadaires, notre adversaire est intelligent mais prétentieux. Nous allons lui offrir la scène qui l'attend et voir quelle mélodie il produira. À la demande de Holmes, le colonel Farringdon congédia tous les domestiques après le souper. Seule Adélaïde resta, pâle mais résolue, les mains jointes. Une seule lampe brûlait bas sur la table, projetant une lumière ambrée, tandis que les coins du salon étaient plongés dans l'ombre. Holmes se posta près de l'âtre, où le violon reposait telle une sentinelle silencieuse. Il portait une cordelette fine, une loupe et un revolver qui brillaient de façon inquiétante lorsque la lumière de la lampe frappait son acier. « Asseyez-vous ici, Watson », ordonna-t-il en désignant une chaise à moitié plongée dans l'obscurité. « Vous devez garder les yeux fixés sur la cheminée et l'oreille attentive au moindre mouvement. »« Ne parlez pas, sauf si je vous le demande. »« Et Adélaïde ?» demandai-je. Elle restera près de la porte. Si notre proie apparaît, il pourrait hésiter devant la présence d'une dame, et cette hésitation sera notre allié. L'horloge sur l'étagère sonna 11 heures, ses douces notes s'évanouissant dans le silence qui suivit. La pluie murmurait contre les fenêtres. L'air sentait vaguement la cire d'abeille et le charbon. Nous attendîmes une longue demi-heure, le seul mouvement étant celui des doigts fins de Holmes, qui tambourinait silencieusement sur l'accoudoir du fauteuil. Ses yeux ne quittaient pas le violon. Puis, à 11h30 précises, une faible secousse, rien de plus qu'un frottement de soie, retentit derrière le mur. Holmes se raidit. Lentement, un son émergea, une note aiguë, hésitante, comme pour tester le silence. Elle trembla et s'éteignit, pour revenir avec une voix plus ample, se transformant en une phrase spectrale. Adélaïde s'agrippait au chambranle de la porte, les yeux écarquillés. Le violon continuait de chanter, une douceur surnaturelle emplissant la pièce. L'archet bougeait, oui, bougeait. Bien qu'aucune main ne le tienne, Holmes leva un doigt, imposant le silence. De son gilet, il sortit une petite lanterne, dont le faisceau était un éclair. Avec une délicatesse exquise, il se pencha vers la cheminée, examinant le fil de laiton caché dans l'ombre. Soudain, il me fit un signe de tête, un signe indubitable. Aussitôt, je m'élançai, écartant le panneau que Holmes avait desserré plus tôt. En dessous, un mécanisme était exposé, une roue de laiton, ses rouages étincelants, une manivelle bien serrée. Le fil passait dans son axe, vibrant en parfaite harmonie avec les cordes situées au-dessus. Holmes saisit le volant, l'arrêtant. Le violon poussa un dernier soupir de protestation et se tut. « Ha ha !» s'exclama-t-il doucement. « Le façon de travailler, je viens de poser. » Adélaïde laissa échapper un soupir tremblant. « Mais qui l'a blessé ?»« Qui l'a mis en marche, voilà, » dit Holmes en se redressant. « La question qui reste en suspens. Cet appareil ne peut pas fonctionner sans aide. Quelqu'un, quelque part dans cette maison, l'a touché ce soir. » Il sortit une bougie, protégea la flamme de sa main et regarda par l'ouverture. « De la graisse fraîche sur le fuseau, Watson. Et voyez ici, une tache sur le bois, vieille de moins d'1 heure. » Je m'agenouillai près de lui, le cœur battant. « Alors le coupable est proche, ou presque, de notre emploi du temps. » Holmes remit le panneau en place avec un soin méticuleux. Notre ami se croit invisible. Il ignore que nous avons entrevu les fils de sa marionnette. Le colonel, qui attendait dans une antichambre sur l'insistance de Holmes, entra, son pas lourd trahissant son impatience. Holmes leva la main pour demander le silence et parla à voix basse. « Il se fait tard, colonel. Je dois demander que la maisonnée reste telle qu'elle jusqu'au matin. » Verrouillez les portes de cette pièce avant notre départ. N'y laissez entrer personne. J'ai des raisons de penser que le fauteur de troubles retournera à son jouet avant l'aube, impatient de remettre les pendules à l'heure. Adélaïde parut troublée. « Mais monsieur Crispin,
osa-t-elle avec hésitation. Il doit me donner un cours demain à 10 heures. Dois-je annuler? Au contraire, répondit Holmes, les yeux plissés par la réflexion. Vous le recevrez avec une parfaite sérénité. Seulement, permettez au docteur Watson et à moi-même d'y assister sans être vu. Il rassembla ses instruments et rangea le revolver dans sa poche. Ce soir, nous avons appris les moyens, dit-il presque pour lui-même. Demain, nous connaîtrons le mobile et, je suppose, la main. Dehors, la pluie avait cessé, laissant les rues glissantes et luisantes sous les réverbères à gaz. Alors que nous élions un taxi, Holmes s'enveloppa de son manteau et s'autorisa un bref sourire. « Encore quelques mesures, Watson, » murmura-t-il, « et la mélodie se résoudra en harmonie. En attendant, laissons notre violoniste fantôme imaginer son triomphe. » Chapitre 7. Le secret du tuteur. Le lendemain matin, pâle et frais, la pluie de la nuit précédente avait lavé la ville, laissant les pavés luisants comme du jais poli sous un pâle soleil de septembre. Holmes, frais comme s'il avait dormi du sommeil du juste, même si je soupçonnais qu'il avait à peine fermé les yeux, était déjà à la table du petit déjeuner lorsque je descendis. Il leva les yeux du foie, la vapeur du café fort s'élevant à son coude. « Une matinée instructive s'annonce, Watson, » dit-il d'un ton léger en pliant le journal. « M. Crispin a promis de nous fournir, bien qu'involontairement, une sonate de révélation. Tu comptes être présent pendant son cours ?» « Là, tout à fait. Une scène n'est rien sans public. » Il repoussa sa tasse et prit son étui à violon non pas, remarquai-je, pour jouer, mais pour inspecter les cordes, comme si l'instrument lui-même pouvait contenir un indice. Remarque, Watson, que la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans l'habileté, mais aussi dans le silence. Aujourd'hui, nous allons pratiquer les deux. Nous arrivâmes à St. James's Court peu avant 10 heures. Le colonel Farringdon nous accueillit dans le hall, son allure militaire tempérée par une excitation contenue. « Tout est comme vous l'avez laissé », assura-t-il à Holmes. « J'ai fermé le salon à clé toutes les heures et vérifié chaque loquet moi-même. »« Excellent, » répondit Holmes. « Plaçons-nous avant l'arrivée de notre acteur. » Il nous conduisit dans un petit cabinet de service attenant au salon, une pièce exiguë qui sentait le cirage et le vieux charbon. De là, à travers une étroite grille, nous avions une vue imparfaite mais suffisante sur la pièce. Le violon était posé sur la cheminée, intact depuis l'aventure de la nuit. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, conférant à la scène un air de domesticité innocente. Moins de 5 minutes s'étaient écoulées lorsque la porte s'ouvrit et que M. Crispin entra. J'avoue ne pas l'avoir examiné de près auparavant. C'était un homme grand et mince, d'environ 35 ans, aux manières réservées, mais non dénuées de charme. Ses cheveux, soigneusement peignés, laissaient apparaître une première touche de gris sur les tempes, et ses yeux, d'un bleu-gris clair, brillaient d'une lueur spéculative sous leur calme. Il posa son chapeau et ses gants avec la précision de quelqu'un habitué à l'ordre. « Bonjour, mademoiselle Farringdon, » dit-il en s'inclinant légèrement devant Adélaïde, assise près du piano. « J'espère que la pluie n'a pas perturbé votre repos ?»« Pas du tout, » répondit-elle, avec une pointe de prudence dans la voix. « On commence, monsieur Crispin ?»« Comme tu voudras. » Il ouvrit son classeur en cuir, révélant des partitions écrites d'une main soignée. Puis, d'un air désinvolte, il s'approcha de la cheminée et examina le violon. Holmes, à côté de moi, dans l'obscurité, inclinait légèrement la tête. Ses yeux brillaient d'une vive attention. Crispin souleva l'instrument pour en tester le poids. « Un travail remarquable, » observa-t-il. « On pourrait dire qu'il invite l'archet de lui-même. » Adélaïde sourit faiblement, mais son regard se porta une seule fois sur le panneau découvert par Holmes la veille. Si Crispin le remarqua, il n'en laissa rien paraître. Au lieu de cela, il ajusta le chevalet et tira l'archet sur les cordes, produisant une douce phrase qui résonna dans la salle silencieuse. Il guida Adélaïde à travers des gammes, puis une courte étude. Son enseignement était mesuré, presque austère,
mais il y avait une pointe d'intensité dans la façon dont il observait ses doigts, comme si sa réussite dépassait la simple pédagogie. À un moment donné, tandis qu'Adélaïde corrigeait un doigté, Crispin jeta un coup d'œil circulaire, s'attardant un instant sur le coin où se trouvait le mécanisme caché. Une lueur, un calcul, peut-être passa sur son visage. Il se retourna aussitôt vers la leçon, mais les lèvres de Holmes s'incurvèrent en un sourire sardonique. « Remarque, Watson, » murmura-t-il doucement, « comment le regard d'un homme le trahit. » Au bout d'une heure, Crispin referma le folio et posa le violon avec un soin méticuleux. « Une séance admirable, » dit-il. « Vous avez progressé plus vite que je ne l'avais prévu, mademoiselle Farringdon. »« Vous êtes très patient, » répondit-elle, bien que son ton suggérait de la retenue. Crispin inclina la tête. « La discipline est une récompense en soi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une petite course à faire à Kensington. » Il rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Holmes attendit que le loquet s'enclenche derrière lui avant de sortir de notre cachette. « Une performance fascinante, » murmura-t-il. « Tu le penses coupable ?» ai-je demandé. « Et la culpabilité est un instrument brutal, Watson. » Je préfère le mobile, les moyens et l'opportunité. Il se dirigea vers la cheminée, effleurant du bout des doigts le bois poli. Le regard de Crispin trahissait l'inquiétude pour ce coin de la pièce, mais pas la peur d'un criminel arrêté. Plutôt l'appréhension de quelqu'un qui se demande si un arrangement délicat reste intact. Holmes examina de nouveau le violon, notant la position des cordes et la légère trace de colophane sur le chevalet. Il s'accroupit près de la plinthe, inspectant le fil de laiton qui disparaissait dans le mur. « Inchangé » déclara-t-il. « Notre ami n'a pas osé le régler en plein jour. » Adélaïde s'approcha avec hésitation. « Croyez-vous que M. Crispin est dangereux, M. Holmes ?» L'expression de Holmes s'adoucit. « Je crois qu'il a un secret. Que ce secret vous concerne, votre père ou une autre entreprise. Je n'ai pas encore déterminé. Mais je pense qu'il est peu probable qu'il vous fasse du mal, à moins d'être poussé au-delà de ses forces. » Elle fronça les sourcils. « Alors, que devons-nous faire ? Nous devons attendre et observer, » dit Holmes. Il se tourna vers le colonel qui nous avait rejoints depuis le hall. « Colonel, j'aurai besoin d'accéder à votre bibliothèque cet après-midi. Il y a une correspondance familiale que je dois examiner. Et plus tard, ajouta-t-il, nous inviterons M. Crispin à dîner. »« À souper ?» répéta le colonel étonné. « En effet, » et répondit Holmes, avec l'air d'inviter une tour à traverser l'échiquier pour sa capture inévitable. Une table conviviale est le piège le plus sûr pour un adversaire sans méfiance. Sur ce, Holmes quitta la pièce à grands pas, esquissant déjà, sans doute, le mouvement suivant de la curieuse sonate du violon sans joueur. Chapitre 8. Un souper d'ombre. Ce soir-là, le salon de St. James's Court avait une atmosphère festive, même si, sous ses allures joyeuses, se cachait une tension aussi tendue que la corde d'un arc. Le colonel Farringdon, désireux de satisfaire Holmes, avait organisé un modeste dîner pour 6 personnes, lui-même, Mademoiselle Adélaïde, Holmes, moi-même, Monsieur Crispin et une voisine veuve du colonel, invités à donner un air de convivialité. 2 grandes bougies brûlaient sur la table, leurs flammes vacillant dans le faible courant d'air de la cheminée, tandis que l'argenterie polie brillait à leur lueur. Holmes s'assit avec une sérénité presque languissante, mais je percevais la vivacité dans son regard, comme si chaque geste de nos compagnons apportait une note à une partition silencieuse que lui seul pouvait entendre. Il jouait avec une tranche de pain, la coupant en carrés parfaits avant d'en manger une seule miette, son attention semblant partagée entre la conversation tranquille d'Adélaïde avec le voisin et les réponses mesurées de Crispin aux questions chaleureuses du colonel. Crispin, quant à lui, était plus animé que je ne l'avais encore observé. Les rides de sa bouche s'adoucissaient lorsqu'il souriait à Adélaïde, et 1 ou 2 fois, il s'autorisait à parler de musique avec une passion évidente. Pourtant, même dans ces moments-là, je percevais une pointe de vigilance sous-jacente. Il pesait chaque mot, comme s'il craignait d'en dire trop. Holmes
encourageait les discussions sur les théâtres, les galeries et les dernières curiosités scientifiques. Il obtint de Crispin la description d'un ingénieux luthier de Soho, spécialisé dans les automates mécaniques, capable de pincer des cordes ou de frapper des touches sans assistance visible. Le tuteur parlait avec une autorité qui dénotait plus qu'une simple connaissance. J'ai longtemps soutenu, a observé Holmes, que l'art d'un mécanisme peut rivaliser avec celui de la main, à condition que son créateur comprenne l'âme de son sujet. « C'est vrai, » acquiesça Crispin, ses yeux gris s'illuminant. Pourtant, un automate, aussi parfait soit-il, manque de spontanéité. La magie de la musique ne réside pas dans une exécution parfaite, mais dans le subtil frémissement de la vie. Vraiment ? Holmes le regarda attentivement. Alors on pourrait dire qu'un homme qui a imaginé un acteur invisible pour émouvoir un public doit nourrir un dessein caché au-delà de la simple démonstration. Une légère rougeur monta aux joues de Crispin, bien qu'il ait répondu avec sang-froid. Si un tel appareil existait, monsieur Holmes, son créateur ne souhaiterait peut-être qu'inspirer l'émerveillement. Holmes inclina la tête comme pour accepter le point, mais je reconnus l'éclat dans ses yeux qui annonçait qu'il avait pris une nouvelle direction. Après le repas, nous nous sommes retirés une fois de plus au salon. Adélaïde s'est assise au piano, laissant ses doigts vagabonder dans l'air léger, tandis que Crispin se penchait à proximité, le corrigeant gentiment. Holmes s'était affalé dans un fauteuil, apparemment plongé dans l'abstraction, mais je remarquai que son regard se posait à plusieurs reprises sur la cheminée où reposait le violon. Finalement, Holmes se leva, s'étirant comme paresseusement. Il s'approcha de l'instrument, pinça une corde et le laissa fredonner. « Notre mystérieux virtuose reste silencieux, » dit-il. « Peut-être qu'il a peur de la compagnie. » Crispin sourit faiblement, mais sa main posée sur le dossier de la chaise d'Adélaïde se resserra légèrement. La remarque suivante de Holmes était aussi désinvolte que s'il parlait du temps. « Vous me pardonnerez, monsieur Crispin, mais je ne peux m'empêcher d'admirer la finesse du petit mécanisme dissimulé derrière cette cheminée. » Il y eut un silence perceptible. Le regard de Crispin se porta si vite que je l'aurais peut-être manqué sur le panneau sculpté, puis revint au visage de Holmes. « Un mécanisme » dit-il d'un ton léger. « Je crains que vous n'attribuiez trop d'invention à cette humble famille. »« Peut-être, » répondit Holmes d'un ton cordial. Pourtant, quelqu'un de très habile a adapté un mécanisme d'horlogerie pour faire vibrer ses cordes. Un divertissement de salon sans doute, mais j'avoue que ma curiosité est vive. Les lèvres de Crispin se pincèrent, malgré un sourire forcé. La curiosité, monsieur Holmes, peut parfois égarer même le plus sage. Holmes le considéra un instant, puis laissa tomber la question. Il invita le voisin à lui raconter l'histoire d'un antiquaire excentrique, et la conversation dériva une fois de plus vers des broutilles. Mais la bonne humeur du précepteur ne retrouva jamais tout à fait son calme d'antan. Lorsque les invités furent enfin partis, Holmes retarda notre sortie sous prétexte d'avoir oublié ses gants. Tandis que le colonel les récupérait, Holmes se tourna vers moi. « Le masque est tombé, Watson, » murmura-t-il. Crispin a trahi sa propriété non pas par culpabilité peut-être, mais par connaissance. Il est lié à la voix fantôme de notre violon, aussi sûrement que ce fil de cuivre est lié à sa roue cachée. « Alors vous le croyez l'auteur de l'appareil ?» Holmes fronce les sourcils. Croire était prématuré, mais la chaîne se raccourcit et Crispin en tient un bout. Il se redressa et jeta un dernier coup d'œil à l'instrument silencieux posé sur la cheminée. « Demain, Watson, nous tirerons doucement sur cette chaîne et nous verrons qui nous suivra. » Chapitre 9. Holmes tend le piège. Holmes et moi sommes rentrés à Baker Street tard ce soir-là, les lampadaires d'Oxford Street scintillant encore sur le trottoir humide. Il arpentait le salon tandis que j'enlevais mon manteau, ses longs doigts tapotant un tatouage pensif sur la cheminée. « Watson, » dit-il en s'interrompant brusquement, « cette affaire dépasse le simple caprice mécanique. Il y a une finalité derrière ces ficelles, une finalité et un secret.
Je me suis assis près du feu. Alors, vous êtes convaincu que Crispin est l'ingénieur de l'appareil? Holmes secoua la tête. Convaincu? Non, mais je suis certain de son intimité avec le sujet. Cet homme possède la fierté d'un artisan, mais aussi la prudence de quelqu'un qui craint d'être exposé. Il y a plus ici qu'un précepteur oisif s'amusant avec des automates. Il prit sa pipe, la bourra de tabac et l'alluma, debout près de la fenêtre, tandis que la fumée tourbillonnait autour de son profil pointu. Réfléchis, Watson. Pourquoi placer un tel dispositif dans le salon d'un colonel à la retraite? Pourquoi hanter une jeune femme avec des sérénades nocturnes au risque de scandale et d'être découvert? Soit notre musicien nourrit une obsession, soit la mélodie cache une intention plus sombre. J'ai avancé que les attentions de Crispin envers Adélaïde pouvaient suggérer un engouement. Holmes esquissa un léger sourire. L'amour peut pousser les hommes à la folie, mais rarement à une œuvre aussi complexe. Non, Watson, c'est un plan conçu avec des mains froides et non avec un cœur brûlant. Il s'affala dans son fauteuil, tendant les jambes vers l'âtre. Il faut le presser, mais avec délicatesse. Une attaque frontale le mettrait en garde. Je propose plutôt de lui offrir une opportunité, un appât taillé sur mesure pour satisfaire son besoin secret. Et quel est cet appât? Holmes se releva, aussi agité qu'un chien qui flaire une piste. Il a risqué beaucoup pour garder ce mécanisme caché, et pourtant, il y revient comme un papillon de nuit à la flamme. Donnons-lui donc une raison de le visiter seul. Il griffonna rapidement sur une demi-feuille de papier, puis me la passa. C'était une invitation, écrite au nom du colonel Farringdon, sommant Crispin de se rendre à St. James's Court le soir même pour inspecter une cache de vieux morceaux de musique récemment découverts, censés avoir appartenu à la mère d'Adélaïde. Le colonel Farringdon vous remettra ce document sous ma direction, dit Holmes. En attendant, vous et moi serons installés derrière les boiseries du salon à 8 heures. J'ai déjà repéré un recoin où nous pourrons observer sans être vus. Et s'il ne mord pas à l'hameçon? Holmes s'autorisa un haussement d'épaules sardonique. Alors nous apprendrons que sa nervosité dépasse mes espérances, mais je pense qu'il viendra, Watson. L'attrait de sa création est trop puissant. Le lendemain se passa dans un lent suspense. À 5 heures de l'après-midi, nous nous présentâmes une fois de plus à la cour St. James. Le colonel, bien que perplexe, se montra disposé à se faire complice. Adélaïde, pâle mais résolue, accepta de jouer son rôle, en feignant d'ignorer toute ruse. À 8 heures, le salon était prêt. Holmes avait examiné la cheminée une dernière fois, notant avec satisfaction que le panneau masquant la roue, en laiton, présentait de légères traces de manipulation récente, preuve, dit-il, que notre proie l'avait inspecté depuis la nuit précédente. Nous nous sommes cachés dans l'étroite cavité, découverte par Holmes, derrière la bibliothèque, un perchoir exigu offrant une vue dégagée sur l'âtre à travers une fente dans les boiseries. Le colonel et Adélaïde étaient assis près du pianoforte, apparemment occupés avec un portefeuille de partitions défraîchies, tandis que le silence régnait dans la maison. La cloche sonna. Des pas se rapprochèrent et Crispin entra, s'inclinant poliment pour accueillir le colonel. Il paraissait un peu fatigué, mais ses yeux brillaient d'une impatience contenue. « Mademoiselle Farringdon, dit-il, on m'a dit que vous aviez retrouvé des manuscrits de votre défunte mère. Puis-je vous aider à les déchiffrer ?» Adélaïde le remercia, et ils se penchèrent ensemble sur les feuilles. Pendant quelques minutes, la conversation coula facilement remarque sur le phrasé musical, mérite d'un compositeur italien. Puis le regard de Crispin se porta furtivement vers la cheminée. Ses doigts, posés sur le papier, tressaillirent imperceptiblement. Les yeux de Holmes, observant à travers la fente, s'aiguisèrent comme ceux d'un faucon. Enfin, Crispin se redressa, murmurant quelque chose à propos de la chaleur de la pièce. Il s'avança légèrement vers l'âtre comme pour se réchauffer les mains et laissa son regard s'attarder sur le violon. Il toucha l'archet, puis sa main se dirigea nonchalamment vers le support sculpté qui dissimulait le mécanisme. Holmes posa fermement sa main sur mon bras pour me retenir. « Patience » souffla-t-il presque sans un bruit.
Crispin s'agenouilla, feignant d'examiner une tache sur le parquet. Je vis son pouce appuyé sur un ressort caché. Le panneau céda légèrement. « Maintenant, Watson, » murmura Holmes. Nous avons écarté le panneau et sommes entrés dans la pièce. Crispin s'est levé d'un bond, le visage décoloré, mais il n'a fait aucun effort pour fuir. « Monsieur Crispin, » dit Holmes d'un ton neutre, « permettez-moi de vous féliciter pour un dispositif d'une rare ingéniosité, mais je crains que vos concerts nocturnes ne vous aient mis en mauvaise compagnie. » L'espace d'un instant, le silence régna dans la pièce. Adélaïde resta bouche bée. Le colonel serrait sa canne et se leva à demi de sa chaise. Les mains de Crispin tremblaient, mais sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était ferme. « Je ne voulais pas faire de mal, » dit-il doucement. « Tu ne comprends pas ?» ?»« Au contraire, » rétorqua Holmes, « je comprends bien plus que vous ne le pensez. La question n'est pas de savoir si vous aviez de mauvaises intentions, mais quelle vérité vous espériez dissimuler sous ces mélodies fantasmagoriques. » Il fit un geste vers la cheminée, son regard perçant fixé sur le visage du précepteur. « Voulez-vous l'entendre, monsieur ?» La symphonie complète et non ce prélude d'ombre. Crispin hésita, son regard passant de Holmes à Adélaïde. Une lueur de désespoir traversa son expression, comme si la toile qu'il avait tissée le liait désormais fermement. Holmes croisa les bras. « Venez, oh, monsieur Crispin, il se fait tard, et nous attendons votre conclusion. » Chapitre X est la confession de Crispin pendant. Un instant, aucun de nous ne bougea. L'horloge sur la cheminée résonnait dans le silence, chaque battement résonnant anormalement fort. Crispin se tenait debout, adossé à l'âtre, une main toujours posée sur le panneau caché, l'autre plaquée contre sa poitrine, comme pour en calmer le battement rapide. Les yeux d'Adélaïde, écarquillés et implorants, allaient du précepteur à Holmes, tandis que le colonel se hérissait comme un soldat attendant l'ordre d'agir. Holmes, le regard perçant mais non méchant, rompit le silence. « Monsieur Crispin, le temps des jeux d'ombre est révolu. Vous nous avez montré le mécanisme, l'artifice de notre musicien fantôme. Ce qui reste caché, c'est votre raison. Je vous prie de parler franchement, car je préfère entendre votre récit plutôt que de le déduire. » Le sang-froid de Crispin vacilla. Il jeta un coup d'œil à Adélaïde, puis baissa les yeux vers le parquet. « Ah, si je vous le dis, » dit-il enfin d'une voix à peine plus basse, « je dois remettre ma réputation et peut-être ma liberté entre vos mains. »« Vous pouvez compter sur notre discrétion, » répondit Holmes, « mais continuer à cacher les faits ne servira à rien. » Le tuteur prit une grande inspiration, comme pour se préparer à un plongeon dans l'eau glacée. « Très bien, » dit-il. « Je vais parler. » Il se dirigea vers un fauteuil et s'y laissa tomber, sa haute silhouette semblant soudain lasse. « L'appareil derrière cette cheminée est à moi, » commença-t-il. « Je l'ai construit il y a quelques mois, à la demande d'une vieille connaissance. Il m'a chargé de concevoir un automate caché, capable de tendre un archet sur des cordes. Il a dit que c'était destiné à une conférence scientifique, une illustration de la vibration et de la résonance. Je n'avais aucune raison de soupçonner une intention malveillante. » Holmes inclina la tête mais ne parla pas. « Une fois le mécanisme terminé, » poursuivit Crispin, « je le lui ai livré dans un entrepôt près de la rivière. Une semaine plus tard, j'ai appris par le colonel Farringdon qu'une étrange musique s'était mise à sortir de son salon la nuit. Mon ami s'était introduit dans cette maison sous un prétexte indéterminé. C'était un ancien camarade de régiment, je crois, et avait installé le dispositif à votre insu, colonel. Farringdon jura dans sa barbe, agrippant la tête de sa canne. J'étais horrifié, dit Crispin, la voix s'épaississant. Je craignais d'avoir été le complice involontaire d'un méfait. Pourtant, je n'osais pas parler car admettre mon rôle me ruinerait en tant que professeur et en tant que gentleman. Je résolus plutôt d'observer, de comprendre ses intentions et, si possible, de réparer le tort. Holmes le regarda fixement. « Et cette connaissance, son nom ?» Crispin hésita, puis soupira. « Capitaine Roger Felton. » Nous avons servi brièvement ensemble dans la milice il y a des années. Il avait un don pour les engins mécaniques, même si ses habitudes étaient irrégulières. Le colonel sursauta. «
Felton, ce type m'a emprunté de l'argent en Inde et ne me l'a jamais remboursé. Je ne l'ai plus revu depuis. » Les yeux de Holmes brillèrent. « En effet, continuez, je vous prie, monsieur Crispin. » Il devint évident, dit Crispin, que Felton souhaitait déstabiliser la maison, mais je ne pus deviner dans quel but au premier abord. Je soupçonnais qu'il voulait vous pousser, colonel, à vendre la maison ou à renvoyer le précepteur de votre fille, moi, dans la disgrâce. Mais en poursuivant mon observation, je percevais un objectif plus sombre. Felton comptait mettre Adélaïde dans la confidence, se faire passer pour le seul à pouvoir expliquer le mystère. Il se prenait pour un homme charmant. Il croyait que la gratitude d'une jeune femme pouvait se transformer en affection. Adélaïde rougit, les mains crispées sur le dossier d'une chaise. « Il m'a parlé une fois sur la place, » murmura-t-elle. Je le croyais simplement mélomane. Le visage de Crispin s'assombrit. J'ai appris qu'il comptait revenir demain soir pour se faire connaître sous le nom de soi-disant violoniste fantôme et ainsi gagner sa confiance. Je voulais désactiver le mécanisme avant qu'il puisse agir, mais vous, il jeta un coup d'œil à Holmes, m'avez devancé. Holmes se tapota les lèvres d'un long doigt. Vous n'étiez donc ni l'auteur ni le bénéficiaire du complot, mais son artisan réticent. Oui, répondit simplement Crispin. Mon seul tort a été d'avoir avoué plus tôt par lâcheté. Je vous demande pardon, mademoiselle Farringdon, pour la détresse que mon silence a causée. Adélaïde s'avança, le visage adouci par la compassion. « Monsieur Crispin, vous avez été trompé autant que nous. Je ne peux pas vous en vouloir. » Holmes acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Un verdict généreux, mademoiselle Farringdon. Mais n'oublions pas le véritable coupable. Le capitaine Felton est toujours en liberté, et ses plans sont devenus plus audacieux. Nous pouvons nous attendre à une visite ce soir même. » Il se leva, les yeux brillants de calcul. « Colonel, je suggère que nous préparions une réception digne d'un invité aussi entreprenant. Quelques arrangements judicieux et peut-être 1 ou 2 agents devraient suffire. » Crispin se redressa, le soulagement mêlé d'appréhension. « Je suis à votre disposition, monsieur Holmes. » Le sourire de Holmes était mince mais résolu. « Alors, mettons en ordre le dernier mouvement. L'ouverture est terminée. Place à la coda. Chapitre 11. Le fantôme. » À la porte-île, était peu après 8 heures lorsque Holmes et moi rentrâmes au commissariat de police après notre course précipitée. La soirée s'était installée dans un de ces crépuscules londoniens particuliers où le brouillard semble s'élever non seulement de la rue, mais aussi des pierres des maisons. Des lampes brillaient dans l'obscurité comme des yeux d'ambre. Une fine bruine crépitait sur nos chapeaux tandis que nous remontions les marches de Farringdon House. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue par l'attente. Le colonel Farringdon arpentait la pièce devant le feu, la moustache hérissée, tandis qu'Adélaïde était assise près du piano, les mains si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Crispin se tenait près de la fenêtre, scrutant à travers le rideau le jardin sombre au-delà. Même le vieux rétriveur endormi près de l'âtre s'agitait, comme s'il sentait que quelque chose d'inhabituel se tramait. Holmes retira son pardessus avec l'air d'un homme qui mettait de côté tout superflu avant une expérience délicate. « Tout est prêt, » dit-il vivement. L'inspecteur Gregson et 2 agents en civil sont postés à l'entrée de l'écurie. « Nous, messieurs, allons prendre place ici. »« Mademoiselle Farringdon, je vous prie de rester calme quoi qu'il arrive. » Adélaïde inclina la tête, bien que je vis le tremblement de sa respiration. Holmes se tourna vers Crispin. « Avez-vous, comme convenu, réarmé le mécanisme ?»« Oui, » répondit le précepteur. « Le violon est tendu, l'archet est fixé et le faux panneau est ouvert derrière la cheminée. » « Excellent. Alors éteignons les lampes et attendons notre virtuose nocturne. » Au signal de Holmes, le colonel tira les rideaux et baissa le gaz. Les ombres s'étendirent sur la pièce, jusqu'à ce que la seule lumière provienne du feu mourant et d'une unique lampe à abat-jour près du fauteuil de Holmes. Nous nous disposâmes en un demi-cercle lâche, Holmes, debout et alerte, le colonel rigide à ses côtés, Crispin près du mur, et moi un peu plus près d'Adélaïde que nécessaire, peut-être. Les minutes passèrent, mesurées par le tic-tac de l'horloge et le faible sifflement de la pluie. Le silence était tel
que chaque craquement de la vieille maison semblait amplifié, le soupir du vent dans la cheminée, le léger sifflement d'une souris derrière les boiseries. Je sentais mon propre cœur battre dans mes oreilles. Puis, comme sur un signal, la première note a tremblé dans la pièce. C'était faible, un seul son rauque, comme un souffle sur une corde, mais il avait une résonance si lugubre qu'Adélaïde sursauta et s'agrippa au bord du piano. Une autre note suivit, puis une phrase hésitante, jusqu'à ce que l'air vibre du son caractéristique d'un violon joué quelque part à proximité. Bien qu'aucune silhouette humaine ne se penche au-dessus, Holmes leva un doigt pour réclamer le silence. Ses yeux brillaient dans la pénombre, fixés sur la cheminée. La mélodie gagnait en assurance, tissant un air plaintif qui semblait osciller entre le vivant et le spectral. Au paroxysme, une ombre se détacha de l'obscurité profonde, près des porte-fenêtres. Je retins mon souffle. Un homme de grande taille était entré du jardin, silencieux comme la brume. Sa cape était trempée, son chapeau baissé, mais la lueur pâle du feu révélait sous le bord un visage maigre et impatient, le visage d'un homme qui se croyait inconnu. Il marqua une pause, observant la pièce. Ne distinguant que des contours flous, il s'avança, le regard fixé sur Adélaïde, dont les yeux étaient écarquillés par une fascination qu'elle ne parvenait pas à réprimer entièrement. Il commença à parler d'une voix basse et enjôleuse. « Rien à craindre, mademoiselle Farringdon, » dit-il. « C'est moi qui vous ai envoyé la musique, afin que vous sachiez qu'un ami veille sur vous. Je viens maintenant mettre fin au mystère. » À cet instant, Holmes se leva, plein d'une autorité tranquille. « Capitaine Roger Felton, » dit-il d'une voix égale, « votre démarche est terminée. » Felton sursauta comme frappé, sa main se portant à la poitrine de son manteau. Holmes avança d'un pas, la lumière de la lampe reflétant l'éclat d'acier d'un revolver dans la main de Felton. « Restez où vous êtes, monsieur, » ordonna Holmes. « Ce n'est pas à vous de jouer. » Felton hésita, son regard passant de Holmes au colonel, puis vice-versa. L'espace d'un instant, je craignis un geste irréfléchi. Pourtant, une certaine prudence dans les manières de Holmes, froides et inexorables, sembla miner la détermination de l'intrus. L'arme vacilla, puis s'abaissa légèrement. « Mieux, » dit Holmes doucement. « Maintenant, enlève ta cape et pose le pistolet sur la table. » Felton obéit, mais avec l'air d'un animal acculé pesant les chances de fuir. Le violon derrière la cheminée émit une dernière note tremblante et se tut, comme s'il saluait la fin de sa mascarade. Gregson et ses hommes entrèrent sur un signal de Holmes, saisissant le prisonnier avant qu'il ne puisse renouveler sa résistance. Le colonel Farringdon laissa échapper un long soupir, tandis qu'Adélaïde s'affaissait contre les coussins, le soulagement et le choc se lisant clairement sur son visage. Holmes regarda le captif avec un mélange de satisfaction et de légers reproches. « Vous aviez du talent, Felton ?» dit-il, « mais vous l'avez gaspillé dans un mélodrame minable. » « Dommage, vous auriez pu être un inventeur de renom. » Felton ne répondit pas. Il se tenait figé entre les agents, le visage assombri par une fierté contrariée. Holmes se tourna vers nous. « J'imagine, » observa-t-il, « que la cadence est terminée. Il ne reste plus qu'à interpréter la partition. » Chapitre 12. Holmes explique la sonate. Quand enfin la maisonnée eut retrouvé un peu de calme, Holmes nous fit signe d'approcher du foyer. Gregson et ses agents avaient emmené le capitaine Felton sous bonne garde, le bruit de leurs bottes s'estompant dans le couloir. Dehors, l'orage se transforma en une fine bruine, et le silence qui suivit semblait presque fragile, comme du verre après un coup de tonnerre. Holmes se tenait debout, un coude sur la cheminée, une fine volute de fumée s'élevant de sa cigarette entre ses doigts. Son regard, brillant et perçant comme toujours, nous parcourut brièvement avant de se poser sur Adélaïde, assise, un châle noué sur les épaules. Je voyais bien que l'aventure l'avait profondément bouleversée, même si son regard était d'une nouvelle sérénité, comme si elle avait survécu à une tempête et entendait tenir bon face à son souvenir. « Mon cher Watson, » commença Holmes.
Et vous, colonel, mademoiselle Farringdon, monsieur Crispin, vous méritez de savoir précisément comment ce curieux drame s'est déroulé. Il jeta des cendres dans la grille et continua. L'élément central était toujours la musique elle-même. Un violoniste invisible, produisant des sons clairs sans présence humaine, que pouvait-il bien être, sinon une invention? Les sons n'avaient ni le souffle ni la variation d'un interprète vivant. Ils étaient trop précis, trop froids. De plus, le son ne se déplaçait jamais dans l'espace, mais provenait toujours d'un seul point de la pièce, le foyer. Vous avez deviné un mécanisme tout de suite? Demandai-je. Pas deviné, pensa Watson. Considérez l'alignement des indices, les lambris derrière la cheminée qui présentaient des rayures récentes, une légère odeur d'huile et, plus révélateur encore, un léger tremblement sous l'étagère en marbre à chaque note jouée. Cela indiquait qu'une machine était coincée derrière le manteau de la cheminée. Crispin inclina la tête en signe d'approbation, contrit. « C'était mon œuvre !» admit-il. Felton m'a persuadé que c'était pour une conférence pédagogique. Je comprends maintenant mon erreur. Holmes balaya d'un geste le reproche que l'homme lui avait adressé. Vous avez été trompé par un scélérat expérimenté. Le plan de Felton était de perturber la maison et de s'en faire le seul interprète. Lorsque mademoiselle Farringdon entendit la musique, elle était censée être intriguée, peut-être craintive. Felton apparaîtrait, galant sauveur de sa paix, et ainsi s'attirerait ses bonnes grâces. C'était un plan mesquin, mais suffisamment astucieux pour exiger de la précision. Le colonel grogna du fond de sa gorge. « Le chien, Jouer avec les nerfs de ma fille dans ma propre maison. Ah, tout à fait. » répondit Holmes, mais son mobile dépassait la simple vanité. Felton savait que vous, colonel, conserviez une petite mais précieuse réserve de bons militaires souvenirs de la campagne indienne dans ce bureau là-bas. Il désigna d'un signe de tête un bureau ennoyé dans un coin. Mon but était de gagner la liberté de la maison, d'apaiser les soupçons et, le moment venu, de vous délester de vos biens. Farringdon haussa les sourcils. « Pardieu, Holmes, vous avez raison. » Le tiroir était fermé à clé, mais la clé est dans ce plateau. S'il avait réussi sa mascarade romantique, il aurait pu repartir avec une jolie fortune. Holmes s'autorisa un léger sourire. Précisément. Il lui fallait 2 instruments, un leurre et un alibi. Le violon servait le premier but. Pour le second, il s'arrangeait pour que vous vous croyiez hanté par un fantôme inoffensif. Lorsqu'il se révélerait enfin, son histoire paraîtrait plausible peut-être à un étudiant en acoustique ou une âme solitaire charmée par la musique de Miss Farringdon. Quoi qu'il en soit, votre gratitude atténuerait les soupçons. Les lèvres d'Adélaïde se pincèrent. « J'aurais dû me fier à mon instinct, » dit-elle doucement. Il y avait quelque chose de trop doux dans ses manières quand on s'est rencontrés. Votre instinct était admirable, lui assura Holmes, et il nous a aidés à découvrir la vérité. Mais 2 autres détails ont confirmé mon hypothèse. Premièrement, le son de l'archet était accompagné d'un léger clic rythmique, un échappement mécanique sans doute. Deuxièmement, le violon s'arrêtait dès que quelqu'un traversait la pièce, comme si l'opérateur craignait d'être repéré. Cet opérateur, nous le savons maintenant, était Felton, posté derrière les porte-fenêtres, un levier de commande relié par un fil à l'appui. Holmes marqua une pause pour assimiler ces mots, les yeux pétillants d'une satisfaction silencieuse. Une fois le mécanisme et son auteur identifiés, le reste était une question de timing. Nous avons tendu un piège, laissé Felton croire que le champ était libre, et l'avons ainsi conduit au piège. Le colonel tapota chaleureusement l'épaule de Holmes. « Magnifiquement fait. » Vous avez épargné à ma fille et à cette maison un grand scandale. Je veillerai à ce que Felton réponde de sa méchanceté. Crispin, toujours pâle mais plus calme, s'avança. « Monsieur Holmes, mademoiselle Farringdon, je ne peux exprimer pleinement mon regret que mon invention ait été détournée à de telles fins. Je veillerai à ce que l'appareil soit retiré et détruit. » Adélaïde se leva et posa une main douce sur le bras du tuteur. « Vous ne vouliez pas faire de mal, monsieur Crispin. » Laissons cette affaire derrière nous. Holmes s'inclina légèrement, approbateur. « Excellent sentiment, mademoiselle Farringdon. Pourtant, une leçon demeure.
L'ingéniosité, sans conscience, a tendance à se retrouver en mauvaise compagnie. Il sortit de sa poche la petite sourdine de violon que Felton avait laissée tomber dans la bagarre. « Une bagatelle » remarqua-t-il, mais qui nous rappelle comment les indices les plus subtils peuvent révéler une symphonie de crimes. Sur ce, il lança légèrement le muet en l'air, le rattrapa et le posa sur la cheminée, à côté des braises mourantes. Chapitre. Une matinée, tranquille, à Baker Street, c'est par une pâle matinée d'automne, 2 jours après les événements de Farringdon House, que je me suis retrouvé assis en face de Holmes dans le salon familier de Baker Street. La ville était enveloppée d'une fine brume gris-perle, à travers laquelle la lumière du soleil filtrait avec une douce lueur, presque mélancolique. Nos fenêtres étaient grandes ouvertes pour laisser entrer l'air frais. Au-delà, le bruit des sabots et le cri lointain d'un vendeur de journaux donnaient l'impression réconfortante que Londres, quels que soient les complots qu'elle abriterait, continuerait d'avancer. Holmes était affalé dans son fauteuil, une longue jambe croisée sur l'autre, sa robe de chambre tombant en plis violets autour de lui. Une légère volute de fumée s'échappait de la pipe qu'il tenait entre ses doigts, flottant vers le plafond, comme une pensée languissante. Sur la table reposait un exemplaire du Foie, plié en un article qui ne donnait que le préavis le plus bref et le plus sec de l'arrestation du capitaine Felton. « Typique », observa Holmes en y jetant un coup d'œil sans intérêt. Un homme conçoit un mélodrame élaboré avec des mécanismes et des archets volés, et la presse le réduit à un escroc appréhendé à Mayfair. J'ai ri. On ne peut pas s'attendre à ce que les journalistes transmettent des déductions subtiles, Holmes. Leur tâche est de présenter les faits de manière simple. La vérité, Watson, est un instrument bien terne lorsqu'on l'utilise sans discernement. Pourtant, il esquissa un léger sourire. Peut-être vaut-il mieux que le public ne s'encombre pas de chaque petit stratagème qui menace ses liens et ses filles. Je me tournai vers le petit carnet où j'avais consigné l'histoire pendant qu'elle était encore fraîche. J'avoue, dis-je, que l'affaire, bien que n'ayant pas l'ampleur du chien des Baskerville ou de la bande tachetée, avait un charme particulier. La musique lui conférait un pathos particulier, et le courage de mademoiselle Farringdon était admirable. Holmes hocha la tête pensivement. Elle s'est comportée avec plus de courage que bien des vétérans. Quant à Felton, il aura amplement le temps de réfléchir à l'abus de ses talents. Gregson rapporte que l'homme a déjà avoué 2 autres tentatives de supercherie similaires, bien qu'aucune n'ait été exécutée avec autant d'éclat. Je me suis souvenu du tuteur nerveux. « Et M. Crispin ?» « Libéré sans inculpation, » répondit Holmes. « Le témoignage du colonel a permis son acquittement. Il part à la campagne cette semaine pour enseigner les mathématiques dans une école respectable du Surrey. Je soupçonne qu'il se méfiera des commandes ingénieuses pendant un certain temps. » Nous restâmes assis un moment dans un silence complice, les seuls bruits étant le froissement du papier et le léger grésillement de la pipe de Holmes. Il se leva alors et alla à la fenêtre, contemplant Baker Street, son profil se découpant nettement dans la brume matinale. « Il y a une curieuse poésie, songea-t-il, dans la manière dont les hommes choisissent d'habiller leur cupidité. Certains privilégient la violence brutale, d'autres, comme Felton, enveloppent l'avarice d'un voile de romantisme. Ils pensent peut-être qu'une mélodie adoucit le vol comme le vin adoucit la vérité. Vous parlez comme si vous l'admiriez presque. » Ai-je remarqué? Admiré? Non. Holmes se retourna, la lueur vive dans ses yeux dissipant toute douceur dans sa voix. « Mais je reconnais l'ingéniosité, même lorsqu'elle s'égare. » Résoudre de telles énigmes est, après tout, mon métier. C'est le contrepoint intellectuel à leur dissonance. Il retourna à sa chaise et sortit son violon. Avec une précision tranquille, il accorda les cordes, puis leva l'archet. Une note pure et douce emplit la pièce, si différente des accents creux qui avaient hanté Farringdon House. Elle était chaleureuse, vivante et assurait le son d'un artiste aux commandes, et non celui d'un mécanisme conçu pour tromper.
Je l'ai regardé jouer quelques mesures méditatives, et j'ai pensé qu'il était tout à fait approprié que la musique ouvre et clôture cette aventure. D'abord, comme un attrait pour le crime, maintenant comme un emblème de l'harmonie restaurée. Holmes baissa l'instrument, les yeux mi-clos. Et ainsi, dit-il, notre petite sonate trouve sa cadence. Je posai ma plume, satisfait que le dossier fût complet. Quelles que soient les affaires qui nous attendaient après ce matin d'automne, celle-ci, le violon sans joueur, resterait pour moi un agréable interlude dans la longue chronique de la remarquable carrière de Sherlock Holmes. Chapitre 14 épilogue. La dernière note n'est que plusieurs semaines plus tard, alors que les premiers frimas argentaient les toits de Londres, que Holmes et moi bénéficions d'un rare moment de détente. Les rues aux abords de Baker Street étaient illuminées par l'agitation des clients hivernaux. Les cris des marchands ambulants se mêlaient au tintement des grelots, et un léger arôme de châtaigne grillée flottait dans l'air. Holmes, assis près de l'âtre, s'occupait à polir délicatement son Stradivarius chéri. Je venais de rentrer de ma tournée matinale et avais posé mon chapeau sur le porte-manteau lorsqu'il leva les yeux de ce regard vif et pénétrant qui semblait palper le pouls. « Watson, dit-il, avez-vous remarqué avec quelle rapidité l'extraordinaire se fond dans le banal une fois le criminel arrêté ? Je souris en m'installant face à lui. En effet, Holmes, c'est le destin de chaque aventure que nous partageons, se réduire à une simple anecdote une fois l'encre sèche. Il émit un léger rire et resserra une cheville. Felton a déjà plaidé coupable, paraît-il, et attend sa sentence. j'ose dire que son génie mécanique ne trouvera guère d'écho dans Wormwood Scrubs. La justice, peut-être, dis-je, mais un gaspillage d'ingéniosité. Holmes haussa les épaules. Un génie sans éthique est une lame sans garde. Les plans de Felton étaient astucieux mais dénués d'honneur. Il en est toujours ainsi lorsque l'esprit prend le pas sur la conscience. Il passa l'archet sur les cordes, produisant une note unique et douce qui persistait comme un souffle chaud contre le froid. « La musique, Watson, » ajouta-t-il, est le seul art qui ne se laisse pas facilement tromper. Un faux accord se trahit. C'est pourquoi le dispositif de Felton, aussi ingénieux soit-il, ne pourrait jamais rivaliser avec la voix d'un véritable instrument. Je ne pouvais m'empêcher de me remémorer l'expression d'Adélaïde Farringdon lorsqu'elle entendit le violon de Holmes pour la première fois, un air de calme après la tempête. J'ai reçu une lettre de mademoiselle Farringdon, dis-je. Elle m'écrit que la paix est revenue à Farringdon House et que M. Crispin s'est bien installé dans son nouveau poste. Elle vous adresse un mot de gratitude. Holmes inclina la tête, même si une légère rougeur lui monta aux joues. C'était une jeune femme courageuse, murmura-t-il. Ce fut un plaisir de la rassurer. Pendant un moment, nous ne parlâmes pas. Dehors, le bruit des roues des voitures sur les pavés mouillés se mêlait aux faibles cloches de Sainte-Marylebone. Holmes posa son violon et contempla le feu. Ses traits adoucis par la lueur. « C'est un métier curieux, Watson, » dit-il enfin. « Marcher chaque jour à la frontière entre l'ordre et le chaos. Constater la fragilité de la frontière qui empêche l'un de glisser dans l'autre. Mais tant que des esprits s'acharnent à bouleverser le monde, il faut un contrepoids pour le remettre sur les rails. Un lourd fardeau, Holmes, observai-je. Il sourit, mince, énigmatique, mais empreint de chaleur. Pas si lourd, mon cher, quand on a le bon compagnon pour partager la route. J'éprouvais une satisfaction tranquille à ces mots. Là, dans ce modeste salon, où le brouillard s'épaississait sur les vitres et où le feu projetait sa lueur constante, je réalisais combien j'appréciais ces moments de tranquillité après la tempête de nos investigations. Holmes saisit à nouveau son archet, tirant du violon un léger arpège qui montait et descendait comme un soupir. « Voilà, » dit-il doucement, « la véritable fin du morceau. » Non pas par des applaudissements, mais par une note qui persiste juste assez longtemps pour rappeler ce qui s'est passé. J'ai fermé mon carnet
content de laisser cette harmonie finale et tacite servir de dernier mot sur le violon sans joueur, un autre chapitre curieux dans les chroniques de Sherlock Holmes et un témoignage de la musique rare de son esprit.